Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre confrère Pierre-Marie Cadot. Bonjour Pierre-Marie, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Marine, salut les auditeurs. Alors, t'es sorti de Liège en 96. T'es pas devenu veto complètement par hasard puisque ton papa était veto. Ta maman était presque veto, c'est ce que tu m'as écrit, donc tu m'expliqueras ce que ça veut dire, mais j'ai quand même une petite idée. En tout cas, ils t'ont insufflé une vraie valeur travail. Tu commences ta carrière en rural, puis virage et direction la dermatologie canine. Ensuite, tu te découvriras une passion pour l'entrepreneuriat et le développement d'entreprise en ne perdant pas de vue que l'humain doit être au cœur de tout ça. D'ailleurs, on s'est rencontrés dans le cadre du projet Vet Futur, il y a quelques années dans le groupe L'entreprise vétérinaire dont tu avais la charge et dont j'avais la chance de faire partie. Tu as fondé l'association Ergon, dont tu as été le président jusqu'en 2019 avant de passer le flambeau. Et aujourd'hui, tu partages ton temps entre du conseil, de la gestion d'entreprise et de la dermato en référé. Tu as à cœur de transmettre dans toute cette diversité d'activités. Donc, on va s'y atteler dans ce podcast. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, merci, et je suis très honoré d'avoir été retenu pour échanger avec toi et pour partager un bout de chemin que j'ai fait, loin de moi de donner des leçons. D'ailleurs, je voudrais juste rectifier, j'étais l'un des membres fondateurs, mais pas le fondateur d'Ergon, et je vais parler des gens inspirants justement qui ont fait partie des autres membres fondateurs, qui ont été un peu mes mentors. Voilà. Ok, parfait pour cette rectification. On va commencer par la première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors en fait, petit, moi j'avais pas spécialement envie d'être veto. Moi je voulais plutôt être marchand de bestiaux parce que mon grand-père était un peu mon modèle et j'adorais cette vie où en fait chaque matin c'était différent, fallait acheter des bêtes, on voyait toujours les mêmes clients, les marchés, il y avait une espèce de vie et d'ambiance qui était extrêmement sympa avec des gens complètement différents tout au long de la semaine, une diversité de gens et puis surtout toujours centré sur la qualité des animaux, acheter des belles bêtes et puis en prendre soin et fournir des bons produits. Donc ça, c'était une valeur forte. Et puis mon père était veto à côté, donc je partageais. Il bossait tout le temps à l'époque, c'était comme ça, de toute façon. Donc je faisais partie un petit peu de la team, c'est-à-dire je faisais essentiellement un peu de ménage et puis je contribuais à ce que je pouvais faire en tant que gamin traînant avec ses parents. Mais je préférais plus le métier de marchand de vaches en fait quand j'étais petit que celui de vétérinaire finalement. Et ta maman, elle avait quel rôle dans la structure ? C'était tout le reste, tous les à côté. c'était compliqué, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait toute la gestion de la famille déjà comme toutes les mamans, mais surtout tout le côté gestion des clients. Et elle, c'était la fille du marchand de bestiaux, donc elle savait faire, elle savait gérer les gens. Et je dois beaucoup à mes parents et toute cette histoire familiale parce qu'en fait c'était des gens qui aiment les gens tout simplement et elle faisait du ménage en faisant l'assistante vétérinaire, prenant les rendez-vous, enfin bref, ils ont commencé tous les deux et ils ont développé une très belle entreprise florissante pendant plusieurs années, quoi, pendant une vingtaine d'années à peu près.
Alors, quand on a préparé cette interview, tu m'as écrit que tu n'avais pas un parcours scolaire parfait. Du coup, si tu me l'as écrit, c'est que c'est structurant quand même dans ta construction. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est une aspérité et toutes les aspérités sont intéressantes. Et on a plutôt l'habitude des parcours un peu parfaits et élitistes chez nous. Donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer par là. Quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es heurté dans ce parcours scolaire pour devenir vétérinaire? En fait, quand j'étais gamin avec tous ces gens autour de moi en dehors de l'école qui faisaient plein de trucs, l'école, je m'ennuyais. C'était, on rabâchait tout le temps la même chose, ça avançait pas. Et puis, j'étais turbulent et j'aimais bien mes copains copines et j'aimais bien me marrer. Donc forcément, j'étais un peu le sale gosse. Alors je faisais pas de grosses méchancetés, j'étais pas méchant, mais pour faire rire la classe, j'étais toujours le premier à faire le guignol. C'était le bout en train. Le bout en train, sauf que arrivé en 6e, je suis passé devant un psychologue parce qu'on me prenait vraiment pour un débile mental. Donc, ce qui est sûrement vrai d'ailleurs, mais j'ai vraiment failli être réorienté. Et puis finalement, je suis resté quand même dans le parcours classique 6e, mais 4e, j'ai redoublé ma 4e et je faisais vraiment rien en classe, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je faisais des choses, je lisais en études, j'étais en pension, j'ai fait beaucoup de pensions différentes, mais j'étais vraiment pas un bon élève, côté turbulent, et puis ça m'ennuyait, quoi, ça m'intéressait pas du tout. Donc 2 quatrièmes, 2 terminales pour c'était pas terrible, et puis tout ça pour aboutir à la fin au redoublement de ma terminale où fallait l'annoncer à la famille, quoi. Et puis mes parents m'ont dit écoute, maintenant t'es grand, mais tu te démerdes, quoi, tu te débrouilles. Alors, en terminale, t'étais à Henri IV. Ah ouais, mais ça je me suis débrouillé tout seul pour rentrer à Henri IV. Parce qu'en fait, je te racontais. Moi aussi, j'étais Henri IV. C'était Henri IV J'ai aussi. noté ouais, j'ai fait tout mon lycée Henri IV. Mais moi je suis rentré par le petit guichet, hein, mais vraiment par le tout petit guichet, dans le sens où redoublement de terminale. Mes parents me disent tu te débrouilles, et je vais voir mon grand-père, et puis il me dit écoute mon petit gars, c'est simple, si tu veux tu deviens acheteur chez nous, on te file un budget, enfin bref, tu te débrouilles, tu fais des affaires, et puis tu vas réussir. Je suis pas inquiet, mais t'es vraiment un abruti, quoi. C'est vraiment, mais t'as rien compris à la vie, quoi. Et il me dit écoute-moi bien mon petit gars, je te donne tout ce que j'ai, tout. Donc à l'époque, lui, il avait commencé avec un vélo après la guerre, avec vraiment rien, et puis c'était les 30 glorieuses, donc il a travaillé beaucoup, et puis il a fait ce qui lui a plu, mais bref, il a développé l'activité. Et puis il me dit si tu veux, écoute, on va faire un marché, t'es propriétaire de tout ce que j'ai, mais tu prends mon âge, et moi je redémarre avec ton échec, mais je prends ton âge. Et il me dit tu réfléchis bien à ça. Lundi matin à 3h30, c'est vrai qu'on commençait à charger les camions à partir de 3h15, 3h30. Soit lundi matin, t'es sur le quai de déchargement, et puis j'aurais compris, et je te demanderai plus jamais rien. Ou soit, t'auras décidé autre chose, et tu te débrouilles pour te trouver un lycée et tout ça. Donc j'ai passé le week-end à réfléchir, enfin même si j'ai pas réfléchi trop longtemps, puis je l'ai écouté. Et donc en fait, le lundi matin, j'ai pris le train pour Paris, et j'ai été voir le proviseur, enfin j'ai voulu voir le proviseur de Louis le Grand, parce que là je me suis dit maintenant à nous de Paris, comme Rastignac, à nous de Paris, et ok, j'ai décidé de réussir, je serai veto et je vais y arriver. Et donc Louis le Grand, donc évidemment je me suis fait jeter comme un sale gosse, quoi. Et là j'arrive après, pas loin il y avait Henri IV, parce qu'en fait à l'époque on n'avait pas internet et tout ça, mais tu avais des listes de ceux qui avaient les meilleurs taux de réussite au bac. Et en fait, c'était sympa, Oui. parce que il y avait une classification, donc premier Louis le Grand, deuxième Henri IV, donc c'était à côté. J'avais La organisé, grande compétition de la montagne c'est Sainte-Geneviève. ça, et j'avais organisé mon petit parcours. Et là, je m'amène et voir la secrétaire, et je lui dis écoutez, faut que je voie le proviseur. Voilà, moi je veux m'en sortir, et j'ai besoin de venir travailler chez vous. Elle me dit ah bon, bref, peut-être, mais ça va pas être possible, il est très pris et tout. Je dis c'est pas grave, j'ai juste 5 minutes, moi c'est juste mon avenir qui se joue, donc j'ai besoin de 5 minutes, et je resterai dans la salle d'attente le temps qu'il faut, mais j'ai 5 minutes, je demande 5 minutes pour expliquer mon cas. Et je te la fais courte, les mômes qui finalement avaient
mon âge, mais qui avait au lieu d'une mention bien, avait une très bien, qui venait pleurer la prépa. Bref, on boxait pas dans la même catégorie. Et ce mec-là, il a été génial parce que après, je sais pas, 2-3 heures d'attente, il me dit bon, c'est quoi votre problème, vous qu'est-ce qui se passe? Je lui dis voilà, jusqu'à maintenant, j'ai jamais rien foutu, mais maintenant j'ai décidé de travailler et je veux être veto et je serai veto. Et il me dit bah ouais, c'est pas commun. Il me dit effectivement ouais, vous avez pas foutu grand-chose. Bon, je vous prends un trimestre à l'essai. Et là, Ah, il t'a donné de la il m'a chance. laissé ma Dans un chance. des plus grands lycées, Ouais, de mais français. Ouais. oh, Parce que tu as eu du culot, quoi. ouais, il m'a dit et en fait, je l'ai recroisé 2-3 fois pendant le premier trimestre et très gentiment, il m'a dit bah c'est bien, enfin voilà, vous respectez votre engagement et tout ça. Et ce qui m'a réconcilié avec le système scolaire, c'était un prof de maths. Bah tu l'as peut-être eu, Monsieur Lixi. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Il Ah non, donnait des cours en non, prépa. ça me dit rien. Non, non. J'étais en terminale là-bas et il m'a dit mais pourquoi il me dit je comprends pas. Vous êtes plutôt un bon élève, mais pourquoi? Parce qu'en fait, la philo, à l'époque, ça me saoulait, alors que maintenant, ça m'intéresse, mais Oui, bah, moi aussi, mais ça, on est beaucoup, je voilà. crois. Et, euh, et je m'étais fait lourder du cours de philo, et donc ma tête avait été remise en jeu parce qu'il y avait que des élèves très bons, très brillants, très, très, très bien, quoi. Donc voilà, écoute, je suis passé par le petit guichet, j'ai eu mon bac, j'avais un dossier scolaire catastrophique, donc je suis rentré chez Nado. En prépa à Nado. Et puis, oh là, quand j'ai vu le système prépa hyper scolaire et tout, je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. Et va falloir trouver un plan B. Et avec un copain, j'espère, je sais pas s'il écoutera, mais Christophe Bellon, dont le papa était veto aussi, on s'est retrouvés, on est partis en Belgique tous les deux. Et pour savoir comment on faisait pour rentrer en Belgique. Donc on a attendu à côté d'une bagnole immatriculée en France à Kuregem et on a rencontré un étudiant, on lui a payé une binouse, on lui a dit comment t'as fait pour rentrer, il nous a dit et puis voilà, et puis après je suis rentré dans le cursus veto et après bizarrement j'ai toujours eu que des très bonnes notes parce que ça m'intéressait tout simplement. Voilà. Voilà, une fois que tu étais en veto. C'est ça. Donc c'est pour ça que finalement moi ça m'a toujours donné cette force. En fait, c'est pas que je foutais rien, je faisais plein d'autres trucs, mais j'étais surtout très rêveur quoi. Et pour moi c'est important de continuer de rêver, d'avoir toujours des rêves. Et, euh, et j'en avais rien à foutre que les gens me disent mais c'est pas possible de faire, tu y arriveras jamais. Tout ça j'ai toujours été sourd à ça, dans le sens où, ok, mais c'est pas quand on veut, on peut, mais quand on a un projet, euh, c'est trop facile de se faire casser les jambes ou les bras par tout un tas de Cassandres ou de gens qui voient que les difficultés, quoi. Moi, je voyais que des solutions. Et, et c'est pour ça, je m'étais même renseigné pour aller être veto au Canada. Enfin, bref, j'avais vraiment bossé pour Oui, oui, tu savais que tu allais trouver une solution, quoi qu'il arrive, quoi. j'allais trouver. Donc finalement tu arrives en Belgique. Comment tu les as vécues tes années d'étudiant? Qu'est-ce que tu en gardes de toute cette scolarité, vétérinaire? Oh, j'en garde. Bon, à l'époque, on avait un bizutage qui était assez hard finalement, moi, j'en garde plutôt un bon souvenir parce qu'en fait, ça mettait tout le monde au même niveau, quelles que soient les classes sociales. Bon, j'aimais moins le côté un peu militaire et disons sélectif, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse différence entre les gens qui avaient fait leur baptême et ceux qui l'avaient pas fait. Donc, je trouvais que c'était un petit peu clivant. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Euh, Tu l'as fait toi? ouais, je l'avais fait, et puis mais j'en garde pas un mauvais souvenir. Hein, voilà, c'était un des éléments. Pour moi, ça n'a pas été une source de crispation. J'ai pas gardé beaucoup de contact avec les gens de ces années-là. Disons que j'avais passé suffisamment de temps à l'école étant petit pour passer le moins de temps possible après à l'école, quoi. Donc, D'accord. je faisais ce qu'il fallait pour être avoir des bonnes notes et puis surtout avoir la capacité en juin d'être débarrassé et de pouvoir bosser tous les étés essentiellement chez mon père, hein, enfin ou chez mon grand-père, mais en tant que veto ou futur veto, quoi.
OK. Donc finalement, tu finis tes études, et il y a une particularité dans le début de ta vie active que j'ai notée, c'est qu'en fait, tu te retrouves, le soir même de la validation de ton diplôme, en remplat tout seul en clientèle mixte. Alors, Ouais. je veux bien que tu nous racontes, et en plus tu as dit tout à l'heure que il y avait un côté Rastignac à cette scolarité, tu me l'avais écrit aussi à ce moment-là. Donc ce personnage ambivalent de Balzac, hein, qui symbolise l'ambition, qui utilise son intelligence pour gravir les échelons. Donc voilà, ma question c'est pourquoi se mettre dans le bain si vite et qu'est-ce que ça dit de toi? Ce que ça dit de moi, c'est que bon, mes parents venaient de divorcer, donc pour moi c'était compliqué cette période-là, et comme j'aimais bien travailler, donc c'était pas un problème. Donc en fait, je me suis dit, et j'avais besoin de savoir moi-même, est-ce que je suis un bon véto et capable de me débrouiller, ou je suis à la rue complet. Et donc en fait, le meilleur moyen de faire ça, c'était de trouver un remplat. Donc le véto se barrait un mois en vacances dans le sud, dans sa propriété du sud. Bon, c'était une clientèle d'un véto tout seul dans les Vosges. Et je devais tenir canine rural, en sachant qu'en général, je crois que j'étais diplômé fin juin, c'était jusque fin juillet. Bon, le volume d'affaires en rural est faible en obstétrique, mais il y a quand même eu de l'obstétrique, et je voulais vraiment voir si j'allais m'en sortir, et pas être complètement noyé sous le stress de la pression des clients ou autre. Il y avait une ASV sur place d'ailleurs qui était super sympa, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai vu qu'il y avait des trucs T'avais besoin de te mettre au pied du mur, mais en tout fait. seul, me sentir seul. Est-ce que je suis capable ou pas? Et de voir si j'y arrive, ou si je me noie, ou si je me perds, ou si ça m'ennuie d'ailleurs, parce que j'étais dans un certain schéma où voilà, c'était toujours en groupe, en activité, mais moi tout seul, je savais pas ce que je valais. Donc ce que j'en ai su, c'est que je suis pas fait pour bosser tout seul. Ça m'aurait saoulé. Mais effectivement, j'ai démarré le soir même chez le Veto. D'ailleurs, il y avait un très beau Range Rover. Et je me dis, oh, c'est cool, je vais avoir une belle bagnole pour démarrer. Et en fait, non, il y avait une Passat un peu pourrie derrière. Et c'était la voiture de Rural. Je dis, ah, mais elle est sympa, votre voiture. Elle me dit, non, mais t'es gentil, je pars en vacances avec. C'est ma voiture. Toi, t'as la Passat derrière. Ah, d'accord. Mais bon, enfin, bref, ça s'est passé, ça s'est bien passé. Même, et après, ils voulaient que je revienne travailler. Et j'ai aussi pris notion que, travaillant dans les Vosges, un peu perdu quand même, pas très loin d'Épinal, je me suis dit que j'étais plutôt quelqu'un de l'Ouest, et je me suis dit je vais rentrer dans l'Ouest. Bref, je ferai ma vie plutôt dans l'Ouest que dans l'Est. Voilà. Donc, mais c'est rigolo. Et t'as enchaîné plusieurs remplats, hein, en rural. Oui, j'ai enchaîné plusieurs remplats en rural, et puis c'est grâce à ces remplats de rural que j'ai rencontré celle qui allait être mon épouse. D'accord. Qui est vétérinaire aussi ou Qui pas est du tout? vétérinaire aussi. Ouais. OK. Est-ce que ce que tu découvres, du terrain à ce moment-là, c'est conforme à ce que tu attendais de ton métier? À peu près, parce qu'en fait, j'étais dans des clientèles, on était dans les années, fin des années 90, toujours à surfer avec des clients style des années 70-80, hein, les clients auxquels j'étais confronté avec mon grand-père et puis mon père pendant mon enfance, et toujours cet état d'esprit de structure agricole plutôt familiale, et du moins avec une volonté de centrer la production sur l'amour du travail bien fait, et pas forcément une attente de rentabilité XXL. Donc finalement, c'était toujours le même système de valeurs dans lequel j'avais été baigné. Donc pour moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, hein. C'était assez facile avec ces clients-là. Parce que voilà, ils attendaient d'un vétérinaire qui sache faire la césarienne, le veillage, enfin des actes classiques standards. Et finalement, ce qui a dérivé mon activité, c'est après en arrivant à Rouen, mais quand j'ai commencé à m'associer, mais j'ai constaté effectivement que le modèle rural était en train d'évoluer, et puis pour être dans
en adéquation avec l'avenir du métier, il fallait évoluer avec une notion un peu plus de médecine de troupeau et puis surtout une vision un peu plus productiviste, hein, du moins en ne s'écartant pas forcément de la rentabilité. Et j'étais pas trop mûr à cette époque-là pour ce dossier-là, du moins. Ouais, d'accord. Et donc tu parles de ton arrivée à Rouen, qu'on se perde pas, au moment où tu arrives à Rouen, tu as déjà switché sur un modèle de Non, canine non, ou non, pas je suis encore? essentiellement Non? rural. Je viens à Rouen parce qu'il y a Bertrand Farou, qui est à l'époque président de la SNGTV, Jean-Louis Cosson, qui était un copain de mon père de l'école et qui faisait beaucoup de rural. Et je me suis dit, bah là, va y avoir de la rurale. Et en plus, c'était la ville du marché aux bestiaux auquel j'allais dès que je pouvais avec mon grand-père. Donc, il y avait une espèce d'alignement de planètes. Et puis, pour mon épouse, il y avait la possibilité de travailler comme vétérinaire sans être à travailler ensemble. Je voulais pas travailler comme mes parents ont travaillé ensemble. Donc, Et tu as à peu près quel âge là quand tu arrives à Rouen? bon, j'ai 27-28 ans. 27-28. Et à quel moment se passe le switch, en canine et ce CES de dermatologie, que tu feras à Nantes? Ah, ben ça, c'est grâce, en fait, c'est toute une évolution où j'ai pris conscience que effectivement la clientèle était en train de changer rapidement sur Rouen. Là, on avait certes toujours des clients fidèles, mais vieillissants, des entreprises agricoles qui étaient en pleine croissance, et puis surtout un bouleversement il n'y avait pas encore vraiment les urbains comme on les a maintenant, mais un changement de la population et de la clientèle autour de l'entreprise et, euh, et je me suis dit mais il faut faire quelque chose et je me suis dit pas ça tout seul, je me suis dit ça avec mon associé, celui qui allait devenir mon associé, Luc-André Fribourg-Blanc. En fait, quand il est arrivé à Rouen, moi j'étais plutôt sur le départ finalement parce que je me disais tout seul, je vais rien pouvoir changer. J'étais avec des gens qui étaient plutôt anciens, qui étaient pas contre les projets. D'ailleurs, ils étaient plutôt pour. Mais je pars toujours du principe que tout seul, on fait pas grand-chose. C'est beaucoup plus facile à plusieurs. Et en fait, ça s'est passé assez facilement. Où ils m'ont proposé la sauce, mais j'ai dit non, on s'associera à deux et on va s'associer avec un projet où on va développer la canine tout en maintenant la rurale. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on l'a fait par goût. Et en fait, moi, la dermato, bah pour moi, c'est un peu comme de la rurale, hein. Déjà, souvent, on a des patients qui sentent pas très bon, donc ça, j'étais habitué avec la rurale. Et non, ça c'est pour rire, mais sérieusement, il y a un côté très clinique, hein. On regarde des lésions, on écoute les gens, et c'est vraiment un métier de dermato où finalement on a besoin de tous ces sens, mais on n'a pas besoin de trop de matos, quoi. Un bon microscope, quelques colorants, et puis du raisonnement, en fait, tout simplement, et de l'observation et du raisonnement. Donc ça m'allait bien, c'est comme la rurale, quoi. Il n'y a pas besoin d'un gros plateau technique. D'accord, OK. Et donc c'est à ce moment-là que vous commencez à développer l'activité, ou vous commencez à embaucher, où tout ça monte en puissance? Et tu m'as parlé d'une succession de succès, mais aussi d'erreurs. Et donc de ce mode, test and learn un peu, hein, une courbe d'apprentissage en mode essai-erreur. Est-ce que tu peux nous parler, justement de ce que ça t'a apporté, ces erreurs? Bah, c'est-à-dire que moi, venant d'un milieu plutôt agricole, et puis où les gens avaient des rapports pour gérer les autres, où tout le monde avait à peu près le même prisme, donc c'était assez facile d'arriver à se dire les choses, et les gens étaient assez cash et même assez brutaux, hein, dans la façon d'exprimer les choses, enfin du moins les désaccords. Et quand on a commencé à avoir du personnel, enfin du moins des collaborateurs, enfin des assistants, et puis un peu plus d'ASV, bah, étant formé comme ça, moi j'ai reproduit le même schéma, et je me suis aperçu que ça marchait pas du tout, du tout, du tout, quoi. Donc, on a travaillé avec Luc André pour comprendre, en fait, parce qu'on comprenait rien de ce qui se passait. On était surtout vétérinaires à travailler beaucoup, beaucoup, mais le reste, on pigeait pas forcément les attentes des gens. On savait pas du tout ce que c'était qu'une entreprise. Enfin, moi, j'en avais aucune notion. Et je me suis retrouvé comme un espèce de monsieur Jourdain de l'entrepreneuriat, en voulant faire plein de choses comme nous le sommes souvent, les vétos, hein. Et puis en n'étant pas capable
d'avoir les clés. Donc on a fait différentes formations sur ces sujets-là. Et puis malheureusement, oui, on a fait des erreurs. Et pour certaines, je m'en veux encore, mais malheureusement, voilà, on savait pas, on était ignorants. Donc c'est toujours pareil quand on sait pas. Il faut apprendre, faut travailler. Donc on s'est remis en cause et puis on a travaillé. C'est à ce moment-là que naît ton appétence pour l'entrepreneuriat? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai été très très touché en fait par le côté la force naturelle du projet. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais déjà vécu dans ma petit démarrage de vie. C'est-à-dire que quand on se fait confiance et qu'on a un projet et qu'on on veut arriver à ça, eh ben on y arrive. C'est-à-dire que la force de la décision et d'avoir un cap et comme en voile, hein, on sait là où on veut aller. Et ben bizarrement on y arrive. Alors pas forcément aussi vite ou par le chemin qu'on avait choisi, mais on y arrive. Et en fait, avec l'entreprise, je me suis dit mais c'est génial parce qu'en fait ça va me permettre de structurer en comprenant l'équipe d'y aller tous ensemble. Et c'est une victoire qui est bien plus savoureuse quand on partage la réussite, enfin du moins d'arriver à un endroit souhaité, plutôt que tout seul. Et ça pour moi ça a été vraiment la grosse révélation de la force et de l'intérêt de l'équipe. Oui, d'accord. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que dans les projets, j'ai de toute l'équipe initiale, il y a des gens maintenant, ça fait plus de 25 ans qu'on travaille ensemble. Donc il y a une connivence, ils sont restés, ils font plus du tout les mêmes choses non plus par rapport au projet de départ et l'entreprise de départ. Mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, c'est cette force qu'on peut avoir collectivement quand le projet est bien formalisé et clair. D'accord, OK. Et dans cette phase d'accélération finalement, de développement de l'activité, c'est quoi les grands apprentissages, que tu tires et qui seront structurants pour la suite? Le premier grand apprentissage, c'est d'être parfaitement aligné dans la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on sait où on va, avec qui et comment et quels sont les rôles de chacun. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il y a déjà une base juridique, un socle juridique qui doit être nickel pour servir le projet dans la durée, hein. Ça, c'est une base. Une deuxième base, alors c'est plus un travail avec le comptable, mais c'est que ça soit très clair entre les associés. Deuxième chose, il y a tout le côté de la gestion économique et financière et d'avoir quelque chose de solide pour que les gens ont une rémunération correcte, mais que toute la rémunération ne soit pas prise, elle soit réinvestie pour nourrir le projet là, enfin dans lequel on veut aller, pour avoir des fonds suffisants pour pouvoir développer l'activité et avoir une entreprise qui tienne debout. Et enfin, et le plus important, avec quelle équipe on va. Et ce que je regarde moi comme élément, c'est d'avoir des talents, d'avoir des gens qui savent déjà, qui connaissent leur métier de veto, qui ont des compétences, mais surtout qui ont un certain savoir-être et qui sont sensibles à cette notion de gestion en équipe, de management en équipe et de s'écouter les uns les autres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important et que j'ai découvert. Et c'est une vraie richesse, vraie richesse. Oui, d'accord, très clair. Je sais pas si je réponds bien à Oui, à ta question. tu réponds très bien. Comment on en arrive à Ergon? Parce que je crois qu'Ergon, c'est 2008, c'est ça? Ouais. C'est une très belle aventure parce qu'en fait, au sur les fonds baptismaux d'Ergon, il faut rendre à François Bost, qui à l'époque travaillait chez Merial, cette idée de faire face. On est en 2008, donc il y avait une crise financière et globale, économique, hein, mais donc financière, mais pas forcément une crise vétérinaire. Ça allait bien, mais on a toujours ce côté franco-français d'être négatif quant à l'économie, quant à l'activité, bref, ça va jamais quoi. Et effectivement, moi je me suis toujours un peu opposé à ça en me disant non,
on va chercher le soleil et la lumière simplement en ouvrant les fenêtres, quoi. Hein. Donc c'est d'aller chercher de la croissance et de réfléchir en fonction de ce qui nous intéresse. Et en fait, Ergon est arrivé avec François qui avait mis dans une salle plusieurs vétos. Et en marge d'un congrès GTV, et il me dit ouais, j'aimerais bien que tu viennes et tout. Je lui dis bah arrête, à l'époque je sais pas, on était peut-être 5-6 vétos, mais on n'était pas très nombreux. Et puis il me dit ouais, mais t'as des idées quand même, ça serait bien que tu viennes. Bon, je viens avec mon associé d'ailleurs, et puis là démarre un tour de table, et je m'en souviendrai toute ma vie parce que le mec à côté de nous explique son entreprise, donc déjà en multifilière, un peu plus de veto, un peu plus d'ASV, un peu plus de sites aussi. Et puis là, le tour de table se poursuit avec à chaque fois un peu plus de veto, un peu plus d'ASV. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin, même je découvrais, il y en avait, ils étaient déjà une cinquantaine. Enfin, c'était assez nombreux. Je me suis dit mais je vais jamais. Enfin, j'ai rien à dire, quoi. J'ai rien à foutre là. Les mecs, ils ont déjà tous des très grosses boîtes, et nous, tous les deux, avec Luc André, on est des charlots, quoi. Et puis arrive un moment, un certain Pascal Angeot, et au moment de le présenter, de dire, eh ben voilà, Pascal, oh ben non, c'est pas la peine d'être présenté, t'es quelqu'un de connu et tout. Et puis moi, je lève la main, je dis écoutez, là, moi j'ai l'impression d'avoir Bernard Tapie et que des mecs qui ont réussi parce qu'ils étaient tous un peu plus âgés que nous à l'époque. Et je dis moi j'ai rien à foutre là, quoi. Enfin. Et Pascal très justement présentant et en disant bah voilà, vous démarrez, vous avez cette fraîcheur, cette envie, et puis vos projets, et c'est parti comme ça. Et donc il y a eu quelques membres fondateurs centrés sur l'entrepreneuriat. Donc c'était une petite équipe, hein, avec beaucoup de bonne volonté. Il y avait Charlotte Sandré aussi qui travaillait à l'époque chez Merial, mais ça partait pas du tout dans un but au début de faire des affaires avec Merial, rien à voir. C'était pas du tout ça. C'était vraiment d'être entrepreneur et de vouloir tout simplement comment on fait quand on est entrepreneur, hein, c'est quoi la méthode, quoi. Et donc c'était de partager des outils style les matrices SWOT, les matrices d'Ansoff, bref, des outils très concrets auxquels on n'avait pas forcément accès. Et puis surtout la force d'Ergon, ça a été toujours de faire des retours d'expérience, c'est-à-dire qu'on partait des problématiques d'entreprise, et puis que ça soit en canine, en rural, en équine, en filière organisée, peu importe, mais l'expérimentateur entrepreneur racontait comment il avait vécu le truc, et on faisait venir en plus, pour ouvrir nos chakras, d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines d'activité qui nous partageaient ce qu'ils avaient vécu. Et Ouais, donc, d'accord. ça m'a énormément nourri, parce Sortir que de la du du veto. microcosme vétérinaire. C'est Ouais. ça, et de s'apercevoir qu'on est assez chanceux. Hein. Je me souviens de gens industriels de l'automobile, ils avaient que 3 clients, ils en perdent un, c'est une catastrophe, quoi. Mmh. Et puis une pression financière très forte pour les industriels. Enfin bref. Enfin, la prise de conscience que voilà, ce qu'il fallait, c'était structurer le projet, et c'était et après, on suit le cap vers le développement, et ça va tout seul. Finalement, c'était assez précurseur parce qu'en 2008, est-ce qu'il y avait une grosse prise de conscience des enjeux de la structure vétérinaire en tant qu'entreprise, et qu'entreprise qui allait vers un avenir qui allait bouger beaucoup? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et en plus, souvent, ça a été estampillé comme un groupe d'affairistes. Tu connais, Marine, la définition d'un affairiste vétérinaire? Non, mais tu vas me la donner. Je vais te la donner. C'est quelqu'un qui gagne plus que toi. Et c'est toute la complexité dans notre métier, parce que on a quand même une formation évidemment de soignants, donc de plus en plus les étudiants sont quand même formés, mais et puis les jeunes générations ont cette intelligence d'avoir un peu plus d'appétence pour ce qui a trait au monde de l'entreprise. Mais
Pour les gens de ma génération, c'était vraiment pas du tout nos propos. On se sentait plus à l'aise et on se sent plus à l'aise comme soignant que Ouais. comme dirigeant. Mmh. Hein. Et quelque part, ça c'était assez novateur, mais pour ceux qui étaient de bonne volonté et avec l'envie d'avancer, ça permettait de réduire la taille de la marche. Euh, Parce qu'on n'a peut-être pas forcément non plus besoin de faire une école de commerce. La grosse force des vétos, je trouve, c'est la capacité qu'ont nos entreprises à s'adapter, quoi. Mmh. C'est Et énorme. donc, ce que tu veux dire, c'est que vous étiez un peu vus comme des financiers plus que comme des entrepreneurs. Donc, avec cette espèce de valence un petit peu péjorative, plutôt que comme une espèce d'association d'entrepreneurs qui était là pour trouver des solutions et bénéficier des expériences des uns et des autres. J'ai eu cette impression avec certaines personnes, effectivement. J'ai eu cette impression. Mais bon, c'est qu'une impression, c'est un ressenti. Et puis au début, le Ergon avait du mal à trouver son public, hein, parce que pourquoi s'occuper d'entreprise alors que ça va bien, les gens sont payés à la fin du mois, ça avait pas de sens. Oui, ouais, je Et vois. moi, c'était plutôt d'avoir une logique de service. Comment on fait pour offrir le meilleur service, pour bien prendre en charge les animaux? C'est la raison d'être et la vision et le projet d'entreprise qui, pour moi, sont capitaux. Et par le biais d'Ergon, plus de ton expérience personnelle, sur ces années-là, qu'est-ce que tu apprends en termes de gestion d'entreprise, de management? Comment les choses évoluent pour toi? Déjà, j'apprends le côté à essayer de regarder l'entreprise comme un client. Plus la regarder d'en haut, mais de la regarder du dessous. Qu'est-ce qu'on offre comme service? Quel est notre parcours de soins? Est-ce qu'on travaille seul ou en groupe? Et puis, j'apprends aussi de cette période-là et je prends conscience qu'on a un métier mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte en tant que vétérinaire quand on est associé et du moins associé aux manettes de l'entreprise, c'est-à-dire avec la capacité justement de gouverner l'entreprise avec la communauté des associés, on peut tout faire. Et surtout, je m'aperçois que le champ des possibles, c'est juste XXL. C'est juste avoir un projet, de le budgéter. Donc j'apprends un peu de méthodo par rapport à tout ça. Et puis, j'écoute, et je m'aperçois que tous ces gens qui ont mené à bien leur projet avaient une idée, cette capacité en se levant tous les matins de faire vivre leur projet, de pas réussir forcément tous leurs projets, mais d'avoir cette capacité où finalement ils apprennent tout le temps et ils apprennent en marchant. C'est-à-dire que on sait où on va, mais la vitesse à laquelle on va marcher, ça va dépendre un petit peu des succès et des outils. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir réussir et mener à bien un projet. On peut démarrer de façon petite et continuer d'investir et d'avoir une vision globale qui permette que ça réussisse. Mmh. Très clair. Aujourd'hui, Ergon, en 2024, bientôt en 2025, puisqu'on enregistre en décembre, c'est quoi? Ergon, déjà, moi, je suis très content parce que non seulement c'est là, c'est une association qui tient debout grâce à sa présidente Céline Porret et je lui dois, je lui dois le côté de la satisfaction d'une transmission réussie parce que euh, c'est toujours compliqué ces choses-là, d'association quand on part d'un truc embryonnaire et puis qui commence à prendre forme et avancer. Au bout d'un moment, on limite soi-même l'association et en fait dans Ergon, quand j'étais président, au bout d'un moment, je m'amenais à la fin, je faisais un petit discours. Enfin, je m'amenais au début, je faisais un petit discours, je buvais un coup de champ avec les copains et puis les participants et puis voilà. Mais en fait, j'avais pas fait grand-chose. Et ça, pour moi, c'est juste, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que là, on bride la boîte et c'est là que j'ai voulu absolument que ça soit Céline et je le remercierai jamais assez parce que je suis extrêmement fier de ce qu'elle a fait et c'est vraiment une personne extraordinaire dans le sens où elle a euh, maintenu, développé l'entreprise alors qu'il y a eu le Covid et maintenant Ergon, c'est un événement
annuel incontournable pour tous les vétos qui sont intéressés par le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat vétérinaire. Ok, qui est ouvert à tous. Et qui est ouvert à tous, avec une ouverture aux ASV et d'avoir peut-être demain une ouverture vers les managers puisque les entreprises grossissent et se structurent. Est-ce que tu as les prochaines dates de l'événement? Je pense qu'elles sont tout simplement sur le site, parce qu'il y a une multitude d'événements et c'est là, on va faire un peu de teasing pour Ergon, mais il y a des événements qui sont tout simplement sous forme de podcast, il y a des webinaires et puis il y a des événements qui sont en présentiel et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par ce côté de l'entrepreneuriat à tester au moins une fois parce que voilà, qu'on soit avec une grande entreprise ou une plus petite ou une plus modeste, ce qui nous réunit tous, c'est l'envie d'avancer, d'apprendre et de partager. Et ça reste toujours l'ADN d'Ergon. Ok, Ça n'a pas changé. on mettra le lien du site dans les commentaires de l'épisode. C'est sympa. Alors tu l'as dit, tu fais cette transmission à Céline Porret-Condamin, épisode 2 de Veto Micro, je le rappelle, et tu bascules sur Eunoia Conseil en 2019, donc des solutions en management pour l'entreprise vétérinaire. Qu'est-ce qui te fait faire cette bascule-là? Alors, ce qui me fait faire cette bascule-là, c'est que c'est pareil pour l'entreprise chez nous, en termes de Senvet, la gouvernance, c'était fluide. Enfin, c'est toujours fluide. D'ailleurs, ça tourne bien. On a nos projets, on a notre cap, et notre cap, c'était l'ouverture du CHV, qui va ouvrir d'ailleurs là début 2025, et de faire cette transformation et cette bascule. Donc tout le plan a été fait et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est d'emmener au go-to-market en fait de la stratégie, c'est-à-dire faire émerger l'idée et une fois qu'on a l'idée, comment on fait pour y arriver. Et donc ça, on savait qu'on allait là. Après, c'est plus que des moyens. Donc, je sais pas si vous connaissez ce, euh, ce talentueux Simon Sinek. Je sais pas si tu as entendu parler, Marine. Non. Tu regarderas dans TEDx, c'est un Américain qui explique finalement dans le management, ce qui compte quand on est entrepreneur ou peu importe, mais c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi en 2 mots, quel est le sens? À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Et donc et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais moi ce que j'aime bien c'est être utile à bouger les choses pour qu'on arrive au projet. Et finalement, je me suis dit, mais je vais m'emmerder dans mon entreprise parce que c'est fait, quoi. Enfin, c'est en train d'être fait. On va y arriver. Et alors, c'était pas tout à fait fait en 2019, mais je savais que ça allait y aller. Et ma motivation, c'était de me dire, mais finalement, je pourrais faire ça avec les autres et travailler pour les autres dans ce sens-là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en créant Eunoia, et c'est ce qui m'anime, c'est-à-dire d'avoir des vétos, des entreprises vétérinaires pour lesquelles j'accompagne en ayant soit un projet de regroupement, soit un projet de restructuration, soit un projet de création de nouveaux services. Et comment on fait pour emmener et structurer du projet à la réalité et jusqu'à la réalité évidemment humaine avec les embauches, mais aussi avec des résultats économiques. Ok. Et donc ça, concrètement, ça se passe comment? Tu interviens auprès des confrères et des consoeurs qui te contactent Oui. Pour ce conseil, cet audit. Comment ça se passe? Quels sont les projets possibles? Enfin, les sujets que tu traites habituellement? Alors souvent les sujets que je traite, c'est des sujets soit très concrets de problèmes de rentabilité ou de questions d'investissement ou questions de se regrouper, d'organiser le parcours de soins sur des zones d'achalandise. Ça c'est des choses, ça c'est vraiment des choses importantes. Enfin c'est les principaux thèmes. Ou alors parfois des problèmes de plus récemment là de gens qui se séparent et comment on fait pour se séparer de façon douce et sans foutre la boîte à genoux. Donc ça c'est un autre aspect. Mais bon bref, à chaque fois pour moi ce qui est très important c'est de partir des gens, et quand je dis des gens c'est de l'ASV, des vétos, de toute l'équipe finalement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont leurs motivations intrinsèques
dans leur vie. Donc, je suis pas psychanalyste, mais c'est de comprendre ce que veulent faire les gens pour eux-mêmes, ce que veulent faire les gens pour eux-mêmes dans le projet et ce qu'ils veulent faire eux-mêmes dans le projet avec les autres. Et une fois que j'ai toute cette somme d'informations, je vais partager aussi un petit peu des outils pour apprendre à mieux communiquer entre les membres de l'équipe, que les gens se comprennent un petit peu mieux les uns les autres, ou du moins et des clés pour comprendre les prismes différents. Je pense que tu en as suffisamment parlé, des différences générationnelles de prismes. Oui, avant c'était avant, maintenant c'est maintenant, et puis demain ça sera différent. Les gens, ils évoluent tout le temps, et c'est de remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à ça. Mais c'est surtout que entre associés, d'avoir un chemin pour une gouvernance qui soit efficace et opérationnelle pour prendre des décisions et pouvoir adapter en permanence le cap par rapport aux objectifs fixés. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, tu partages ton temps donc entre de la pratique canine en dermato, la gestion des cliniques veto, donc Senvet. Tu parlais du CHV, donc il y a quand même pas mal de choses. Et Eunoia, comment tu t'as trouvé un équilibre entre toutes ces casquettes et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans toute cette diversité? Alors en fait, ce qui m'anime dans toute cette diversité, c'est bien que ça paraisse pas cohérent, mais c'est la grande cohérence en fait. Et la grande cohérence pour moi, c'est toujours l'humain. Moi, j'ai la chance si j'ai peut-être un talent, c'est de bien m'entourer, c'est-à-dire d'avoir des gens super avec qui je travaille, et finalement moi je fais pas grand-chose. Ma charge de travail, elle est que limitée, et je suis au service des projets. Donc en dermato, je suis toujours au service des clients. Ça, c'est ma zone de confort absolue, et qui pour moi reste important. Alors c'est pas une grosse partie de mon activité, mais c'est toujours important de continuer parce que justement j'interagis avec des clients, avec des gens qui ont des animaux, et puis j'aime toujours les animaux, donc j'aime toujours mon métier. C'est ma zone de confort aussi intellectuelle. C'est plaisant quand même, le diagnostic, l'accompagnement. Ça représente combien de pourcents de ton activité à peu près? Une vingtaine de pourcents à peu près. Mais c'est fluctuant en fonction des vacances. Je me rends disponible quand il faut, parce qu'on est plusieurs à travailler en dermato, et j'ai la chance de travailler avec Louis Humeau, qui est en train de passer sa résidence de dermato actuellement, et c'est génial parce que il y a aussi un côté partage et de transmettre ensemble, de se transmettre des informations, de partager des cas, et c'est une vraie richesse dans notre métier. Il y a toujours ce plaisir du travail en fait, cette adrénaline de partager des choses. Donc ça, c'est le partage métier. Partager aussi avec les membres de l'équipe avec lesquels je continue d'interagir et de travailler un petit peu en production vétérinaire. Et puis il y a la partie production, gestion de l'entreprise. Donc là c'est pareil, je suis bien entouré avec des gens, avec des associés qui ont des périmètres d'activité. On a tous des périmètres d'activité clairement définis. On se rencontre les uns les autres, on se fait confiance, et on partage ensemble des problématiques pour trouver ensemble des solutions. La notion, on en reparlera après, mais la grande notion pour moi importante, c'est celle du PFH, Gérer en permanence ce point-là, ça reste important. Alors, est-ce que tu peux définir PFH? Le PFH, c'est le putain de facteur humain. C'est-à-dire qu'on a un dossier, on a tout bien calculé, on a embauché les bonnes personnes et tout ça, et malheureusement, la personne a un accident de bagnole ou se fait mordre par un animal, on arrête de travail, enfin bref. Et c'est cette désorganisation permanente de nos activités, parce que on produit, je parle pour la canine, mais on produit que du service. Et dans cette logique servicielle, elle est centrée sur les humains. Et les humains, c'est de faire avec l'équipe qu'on a. Et donc l'équipe qu'on a, ça bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a le planning idéal, et puis il y a le planning réel. Et souvent, il y a une inadéquation. Alors en plus, là, il y a un peu de tension dans certaines entreprises pour le recrutement, pas toutes, loin de là. Mais en attendant, t'en sais quelque chose, toi, Marine. Mais en attendant, on voit bien que on ne fait que gérer de l'aléa humain. Ouais, complètement. Et cet aléa humain, pour moi, c'est ça le talent d'être manager, c'est d'aider les équipes, de soutenir, et d'être dans un système qui soit pas parfait. Moi, j'aime pas trop les trucs parfaits.
Je préfère les trucs qui sont optimaux, hein, qui fonctionnent. Hein. Je préfère du suboptimal, opérationnel, où les gens sont satisfaits, et puis de pouvoir s'adapter dans un mode dégradé pendant quelques temps, et puis après repasser dans un mode optimal. Ouais, mais de tous ces aléas, en fait, finalement, parfois, on en tire aussi des opportunités, ou en tant que manager, ou les personnes qui constituent l'équipe. Et je retiens ça là dans ce que tu dis. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est comment on fait. C'est le rôle du chef d'entreprise, c'est le rôle du manager pour transformer ces aléas en opportunités. Et je trouve intéressant aussi de noter sur ce que tu as dit juste avant, sur le fait de savoir s'entourer. Tu dis si j'ai un talent, c'est celui-là, mais c'est un énorme talent quand on est chef d'entreprise. C'est vraiment une grande qualité. C'est de savoir constituer la bonne équipe autour de soi. Donc c'est vraiment des points sur lesquels je te rejoins. Et pour rajouter à ça, pour moi, le socle qu'on partage, c'est la confiance. La confiance et la notion d'exemplarité, c'est-à-dire, et dans la confiance, pour moi, il y a la capacité du droit à l'erreur. Et encore une fois, moi, je tire de mon parcours d'avoir été un très mauvais élève. Ben, c'est bien parce qu'on fait plein de conneries, mais tout le monde en fait tout le temps des erreurs. Et je trouve que ce droit à l'erreur, c'est quelque chose de vraiment très, très, très important pour nourrir la confiance, et pour nourrir aussi la confiance grâce à la reconnaissance du travail qui a été accompli. Et c'est pour ça que plus les objectifs vont être clairs, quand on sait exactement où on va, ce qu'on attend des gens, ce que l'on souhaite faire, ben ça permet vraiment d'avancer de façon extrêmement structurée collectivement. Et puis de se dire, ben pour chacun des membres de l'équipe, moi je contribue à. Et tu vois, pour reprendre la petite anecdote de Kennedy qui visitait Cape Canaveral. Il y avait un ouvrier qui était en train de rifter des éléments de la fusée. Il lui dit, mais et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben moi, je construis la fusée. Et en fait, c'est ça pour moi une équipe, c'est que chacun sache à quoi il contribue dans l'entreprise pour construire l'équipe Mmh. et construire finalement cette confiance qui va permettre que l'entreprise elle fonctionne bien. Et alors justement sur cette notion d'équipe, et puis tu l'as dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des différences générationnelles, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avenir de la profession. Oula. Madame Irma, alors faut que Oui, je me c'est ça. transforme en Est-ce que madame. tu as une boule de cristal? Alors bon, je pourrais te faire une réponse, mais elle serait un peu grivoise. Mais en attendant, moi, ce qui est important, c'est que je pense si on regarde dans le rétroviseur, quand on regarde l'adaptation de nos entreprises et de notre profession, il y a quand même pas beaucoup de métiers où en fait les gens réussissent aussi bien dans le terme je parle de développement de projets, d'avoir des choses, des entreprises qui soient très structurées, qui apportent des services d'abord aux animaux, évidemment, et c'est leur raison d'être, mais on a une inflation technologique et une inflation des talents qui fait que on en a sous le pied en termes de propositions de services et de valeurs. Bon, là, tu Donc es ça, c'est plutôt quand à même... contre-courant de l'ambiance normale. Tu viens de nous donner un tableau plutôt optimiste. Mais il Il y a, faut être il y a- il y a- optimiste. je suis d'accord avec toi, mais il y a plutôt en ce moment un courant de négativité qui circule parmi les confrères et les consoeurs. Donc, Bah ouais, pourquoi toi, mais tu vois non. les choses sous cet angle-là? Parce que déjà, juste d'un point de vue logique et rationnel, voir la vérité comme elle l'est, c'est impossible. Les choses, elles vont jamais, tout va jamais parfaitement bien, mais tout va jamais parfaitement mal non plus. Et moi, ce qui m'ennuie en fait un petit peu dans notre profession et ce qui m'attriste, c'est ce côté négativiste ambiant, parce que ça va bien de se faire du mal, quoi. Ça fait du bien de se faire du mal pour certains ou pour certaines, et je suis pas ok avec ça. Moi, j'aime bien me faire du bien, et me faire du bien, bah c'est de regarder les choses. C'est-à-dire que si on regarde les faits, on a un développement de nos activités avec une reconnaissance
plutôt bien perçu de nos entreprises par tout un tas de personnes, tout un tas de partenaires économiques. Et puis, on a la possibilité de nous adapter en permanence, de proposer des nouveaux services, de proposer plein de choses. Donc, je trouve que je suis pas du tout d'accord, moi, avec ce catastrophisme ambiant où le ça va jamais. Parce que quand on regarde la crise du Covid, on a quand même particulièrement très bien résisté. Quand on regarde les gens qui étaient restaurateurs, c'était compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Et puis, on a cette capacité à nous adapter en permanence. Et c'est de se dire, mais ayons confiance en nous, tout simplement. Ayons confiance en notre projet et on va s'en sortir. De toute façon, on va s'en sortir. On va faire face. Ok, très bien. Donc finalement, la boule de cristal, c'est quoi? C'est de se dire, des vétérinaires, va y en avoir de plus en plus dans les années à venir. Là, il y a récemment, il y avait un projet de 6e école et puis le gouvernement a refusé parce qu'en disant que potentiellement c'était pas bien vu parce que ça risquait de mettre sous tension la profession. Mais on va avoir de plus en plus de vétérinaires qui vont arriver dans les années à venir. On a des entreprises vétérinaires qui sont de plus en plus structurées et des animaux de compagnie qui prennent une place importante, qui sont plus des animaux de compagnie, qui sont un membre de la famille pour certains. Donc on peut que voir l'avenir de façon sereine parce que la médicalisation va progresser et cette progression de la médicalisation, ça génère quand même de la satisfaction pour un vétérinaire praticien qui souhaite que faire que son métier. Et sur cette notion d'équipe et de personnes qui travaillent entre elles et qui viennent d'horizons différents, puisqu'on a quand même diversifié pas mal les cursus, et sur le fait qu'il y ait aussi des générations qui cohabitent au sein des structures, quelle est ta vision là-dessus? Justement, pour moi, la grande richesse maintenant, les enjeux actuels, c'est d'avoir recruté des talents, mais surtout de les fidéliser et de les garder. Et de les fidéliser et les garder, c'est que les gens puissent apporter aussi leur pierre à l'édifice et puissent exister en tant que membres de l'équipe. Donc, moi, je suis plus sur un modèle indépendant où pouvoir offrir un vrai parcours d'associé aux gens avec qui on souhaite travailler, c'est-à-dire que les gens qui se sentent bien dans l'entreprise, on leur propose de rentrer au capital et puis d'avoir leur part, d'être associé et d'avoir un pôle à gérer. Donc ça peut être un pôle technique, mais on les fait progresser, on en prend soin et on les fait progresser sur ce côté managérial et gestion de l'équipe et de les accompagner pour développer ces compétences-là. Et finalement, c'est très très bien parce que plus on a des gens différents, plus on a une capacité pour l'entreprise de s'adapter au monde et à l'écosystème dans lequel elle vit. Oui, c'est une richesse pour toi. Pour moi, c'est une vraie richesse parce que si on est tous pareils, certes, ça va être beaucoup plus facile à gérer tout de suite, mais on est extrêmement fragile. Donc c'est important d'avoir une pyramide des âges qui soit suffisamment respectueuse de la diversité justement de la population en âge, mais aussi de pas avoir trop de croyances, d'être tolérant. Et du coup, sur cette partie association, donc tu disais que vous associez les vétérinaires. Moi, il y a une contradiction que je note et qui m'interpelle souvent, c'est qu'on est un peu dans un monde où l'entrepreneuriat est quand même très valorisé, la Startup Nation, le fait de se mettre à son compte, etc. Pour autant, on n'a jamais eu un pourcentage de salariés aussi élevé chez les vétérinaires. Est-ce que toi, tu as des difficultés à justement intéresser les vétérinaires à l'association ou non? Non. Et qu'est-ce que tu penses de cette contradiction? En fait, c'est pas forcément une contradiction, c'est juste une notion. Là, moi, je suis contacté via Eunoia par des jeunes consoeurs et confrères qui ont des vrais projets d'entreprise et qui sont. Je suis assez admiratif parce que en fait, ils ont déjà une vraie vision, ils ont déjà beaucoup travaillé sur leur projet. Donc, il y a toute une frange de gens qui passent sous les radars des dépistages classiques pour cela.
Et puis, il y a encore quand même beaucoup d'entreprises vétérinaires libérales, indépendantes, classiques et standards dans dans l'environnement capitalistique vétérinaire. Et en fait, il y a toujours des gens qui sont intéressés pour en fait devenir indépendants. Et en fait, on a maintenant une autre cohorte effectivement de groupes ou de chaînes, et je rentre pas dans ce débat, c'est très bien aussi, mais ces deux cohortes qui vont s'alimenter en permanence au fur et à mesure du temps, avec des entreprises indépendantes qui vont basculer vers des chaînes où les gens deviendront salariés, et puis des gens qui sont salariés dans des chaînes et qui vont vouloir accéder à l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que les choses sont absolument pas figées et on va avoir une espèce de porosité entre les deux cohortes de type de statut qui va faire que justement c'est une chance parce que les gens, une période ils vont peut-être avoir envie d'être plus salariés et à d'autres d'avoir un vrai projet d'entreprise et de se structurer en entreprise indépendante. Et d'avancer de ce côté-là. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Si. Non, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est ce que je constate. Moi, vraiment, c'est des gens qui même reviennent de pays étrangers pour venir s'installer avec des projets indépendants. Ah ouais, t'as l'impression qu'on a changé effectivement, on a changé de paradigme. On n'a plus des gens qui vont commencer 3-4 ans en tant que salariés, s'associer, qu'on est vraiment sur une diversification des modèles et qu'en fait, dans ces choix de carrière, il va y avoir des instants où les gens ont envie d'être salariés et des instants où ils vont vouloir s'inscrire dans un projet entrepreneurial avec beaucoup plus finalement de ponts qu'il ne pouvait y en avoir avant, quoi. Oui. Ok. Et je voudrais, en début d'entretien, on a parlé de la valeur travail qui te vient de tes parents. Selon toi, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Qu'est-ce que tu constates sur le terrain avec les collaborateurs, les jeunes collaborateurs notamment avec qui tu travailles? Et est-ce que toi, tu as des filles? Est-ce que tu as réussi à leur transmettre? Ah. Alors, il y a plusieurs questions en une. Bon, déjà, je vais parler des êtres qui sont très chers pour moi, mes filles. Et en fait, par rapport à cette notion de travail, moi j'ai toujours dit que j'ai jamais trop travaillé. Finalement, je fais ce qui me plaît. Quand un truc me saoule, je m'arrange déjà pour pas le faire ou le faire. Mais pour être très très honnête, et en fait, ce que je voudrais, c'est enlever cette distorsion dans le propos entre le travail et la pénibilité et l'effort. Moi, j'ai plus une notion de travail passion et de sans sombrer dans le workaholisme là comme on l'entend, c'est de rester centré sur ce qui nous anime et ce qui nous plaît. Et je trouve que par rapport à ça, par rapport à mes filles, déjà, je vais répondre concrètement à ta question. Il y a quelques années, j'étais en vacances avec mes filles et c'est le seul moment où je suis vraiment là, j'ai pas l'ordi, je suis avec elles et 100% avec elles. Et je leur dis, écoutez, les filles, j'ai quand même l'impression d'avoir été un papa absent. Et elles me disent, mais non, papa, pas du tout. Voilà, on sait que tu avais plein de trucs à faire et puis que c'était important pour toi. Et quelque part, nous, ça nous a donné aussi envie de faire. Et bon, elles font leurs études, ça se passe bien, mais elles seront pas véto, mais elles travaillent beaucoup aussi, mais elles seront plutôt dans le droit l'une et l'autre. Mais donc de ce côté-là, finalement, quand elles voient qu'on bosse sur des projets, des sujets, et puis qu'on partage nos envies, nos passions, elles comprennent et ça les nourrit aussi dans leur développement. Donc voilà, ça c'est pour la partie personnelle. Pour la partie professionnelle, moi je suis épaté et admiratif de nos jeunes qui sont plutôt extrêmement courageux dans le sens où voilà, ils vont travailler de façon très rigoureuse en faisant des comptes rendus les soirs de consultation après les horaires de travail pour que les dossiers médicaux soient très bien remplis pour transmettre les cas et je suis vraiment très admiratif de notre nouvelle génération. Et souvent le soir quand je descends de mon bureau, je dis mais qu'est-ce que vous foutez là quoi, barrez-vous, rentrez chez vous, vous avez autre chose à foutre que de rester à la clinique pour faire des paperasses. Je parle pas du service de garde, mais service d'urgence, mais ouais, mais Pierre, c'est important, j'ai pas bien bossé tel cas, enfin bref, il faut que je puisse noter et compléter les dossiers et je suis très très admiratif
de nos jeunes consoeurs et confrères qui sont très rigoureux Mais t'as pas et l'impression courageux t'as pas et l'impression courageux. qu'ils sont moins courageux qu'avant? Mais non, mais d'où c'est vachement jugeant de dire ça. Non, Mais c'est pas moi ils qui le vont dis, tu sais, je te pose des questions sur ce qui ouais, mais circule. moi ça je veux moi oui, mais ça circule pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y a des plus courageux, des moins courageux. C'est quoi le courage? C'est des notions qui sont extrêmement jugeantes. On juge son courage par rapport à quoi? À vaincre ses peurs, aller au-devant de ses peurs, aller au-devant des efforts. Ils font des efforts, ils travaillent et par contre, je trouve qu'ils ont quand même l'intelligence et ce que j'apprends d'eux, c'est qu'ils ont une une porosité vie pro, vie perso qui va être un peu plus structurée que les anciennes générations. Et c'est Ouais. ce en quoi où il y a parfois une incompréhension. Tu peux développer du coup? Et bah oui, c'est-à-dire qu'ils vont souhaiter ne travailler que 3 jours par semaine ou un certain nombre de jours par semaine définis très clairement. Et ça veut pas dire que sur les autres jours ils vont pas travailler, ils vont faire autre chose. Hein, mais euh, c'est clair dans leur tête que le côté de présentéisme, comme on peut l'avoir, bah voilà, moi je bosse 4 jours et demi, 5 jours et demi ou 6 jours par semaine, qui était le schéma classique de l'ancienne culture, volent en éclats. Et de même, ils veulent pouvoir dans leur vie intégrer leurs autres passions, c'est-à-dire que s'ils veulent aller à la salle de sport le soir et que la salle de sport elle ouvre à partir de 18h bref, ou que le cours de chant, peu importe, c'est à partir d'un certain heure, Ils ont envie d'être c'est de dispo pour trouver le faire. c'est important et c'est juste important. Si ça fait partie de leur motivation, on trouve des solutions pour s'adapter. Alors, il y a des concessions à faire des deux côtés. C'est peut-être pas tous les jours de la semaine, c'est peut-être certains jours, et puis que ça soit juste entre tous les membres de l'équipe. Hein, mais il faut que l'offre de service puisse tourner. Mais c'est d'avoir quand même cette notion globale où, par contrat, finalement, on s'engage à trouver un accord pour justement avoir une démarche constructive ensemble. OK, bah, très clair, très positif. J'ai quelques petites questions, pour la fin. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais, redécouvert, la philosophie et que pour autant en terminale, ça t'intéressait pas trop, tu avais pas trop travaillé, mais que tu avais redécouvert. Moi, j'ai le même sentiment. Je pense qu'en terminale, on est trop jeune, hein, pour faire de la philo parce qu'on se rend pas compte à quel point, ça peut nourrir notre vie quotidienne. Moi, c'est très récemment que j'ai, retrouvé quand j'ai retrouvé un peu de temps après mes enfants, bon là, je suis repartie pour un pour un nouveau tunnel puisque je suis enceinte, mais en tout cas, je me suis remise à la philo et je trouve ça assez structurant. C'est peut-être un truc de deuxième partie de vie parce que j'approche la quarantaine, je sais pas. Qu'est-ce que ça t'apporte toi, dans ton quotidien et même sur la partie professionnelle? En fait, ce que ça m'apporte, en fait, tout est venu de la réflexion. C'était une de tes questions d'avant, c'était la notion de la gestion du temps. Et donc, je me suis dit, bah ouais, au fait, le gros enjeu, c'est la gestion du temps. Et moi, j'adore la matrice d'Eisenhower, c'est-à-dire que ce qui est important est rarement urgent, donc de classifier les choses en important, urgent, Mmh. important, mais pas urgent, donc à planifier, et urgent, mais pas forcément important, à ne pas à déléguer, et puis surtout ce qui n'est pas important et ce qui n'est pas urgent. Donc j'ai eu cette espèce de travail introspectif en me disant mais c'est quoi mes gros blocs importants pour moi, pour les gens que j'aime, pour les entreprises dans lesquelles je travaille ou je collabore, et puis ce que je veux foutre de ma vie quoi en fait, parce que j'en ai un peu qu'une et puis j'en ai quand même plus dans le rétroviseur que devant. Donc qu'est-ce que je veux soit à la fin, et donc sans se poser des grandes questions existentielles, mais c'est de nourrir cette réflexion par rapport au grand bloc, et surtout voilà, moi j'étais élevé avec une démarche familiale effectivement, où on travaille, mais c'était pas que des efforts, il y a un côté noble, on se fait plaisir aussi, et finalement comment on se nourrit. Et donc la philosophie, ben moi ce qui m'aide c'est la notion de euh, d'aider à finalement à réfléchir et à nourrir ma réflexion sur ma gestion du temps,
la gestion de l'amour qu'on donne, ce qu'on partage. Hein, pour moi, il y a quand même une notion qui est très compliquée, et c'est ça qui est important en philosophie, c'est que il y a des mots qui sont difficiles à prononcer quand on est humain dans sa vie et aussi dans l'entreprise. Et notamment ces 3 mots-là, c'est d'abord merci, d'abord ensuite le pardon, et enfin la capacité de dire je t'aime. Et je suis toujours effaré, moi qui commence à être un peu vieux maintenant, enfin en tout cas beaucoup plus vieux que toi, Marine, c'est quand je vais à un enterrement, c'est de voir tous les gens qui pleurent ou qui sont tristes, mais combien on dit à cette personne-là qu'il l'aimait alors qu'il était vivant. Et donc finalement, la notion d'amour, certes philosophique, reste un enjeu majeur en tant qu'humain. C'est joli. Ah, je sais pas si c'est joli, mais et c'est complexe parce qu'il y a plein de formes d'amour, mais pour moi c'est une vraie richesse. Parce que quand on aime quelqu'un, on perd rien, Ouais, mais on c'est gagne, vrai. on gagne tellement. On gagne tellement. Et je trouve que la philosophie, en ayant cette capacité à nous aider pour enlever nos peurs, ou du moins essayer de mettre des mots sur nos peurs, parce que c'est des constructions mentales. Hein, tout est construction mentale. On perçoit des Et émotions. sociétal, oui. Et sociétale. Et là, tu parlais en ce moment, voilà, de la peur du lendemain. Bah bien sûr, c'est que de l'incertitude. Et alors, vivons. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour conclure aux consoeurs et aux confrères qui nous écoutent et qui auraient envie d'entreprendre? Amusez-vous, Ça, c'est le côté petit collectivement. garçon qui est... Mais je resterai toujours un petit garçon qui s'amuse. Ok. C'est marrant parce qu'il y a il y a ce truc chez toi, c'est cette volonté de transmettre, et ce côté petit garçon qui pourrait être apparemment contradictoire, mais qui en fait font assez sens dans ton discours. C'est assez présent, je trouve. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Non, je te remercie parce qu'en fait, tu m'as fait faire un voyage introspectif, et je voudrais surtout pas que ça paraisse comme quelque chose de pédant. C'est juste un parcours de leçon d'un, il y a un film que j'adore de Belmondo, là, Itinéraire d'un enfant gâté, parce qu'en fait, c'est un peu ça la vie finalement. Toute la difficulté, c'est de jamais se perdre. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est de trouver finalement c'est quoi notre chemin et qu'est-ce qu'on souhaite, en sachant que ça va changer. Ce que je dis là, peut-être que dans 5-6 ans, j'aurai peut-être d'autres caps, j'en sais rien. Justement, c'est de se laisser la capacité de pouvoir changer. Mais ce qui compte, c'est les gros blocs, et les gros blocs, c'est quand même les gens qu'on aime, quoi. C'est marrant, tu donnes la même référence de film que Marie-Claude Bomsel que j'avais enregistré il y a quelques... Ah oui? Il y a quelques mois. Ouais, je sais plus quel numéro. Ah bah je vais aller écouter le podcast alors. Il est vraiment chouette, il est en 2 parties parce qu'elle avait beaucoup de choses à raconter, elle a fait une longue carrière et elle voulait écrire son livre d'ailleurs, Itinéraire d'une guenon gâtée, puis l'éditeur a jamais voulu. Donc c'était la petite anecdote. Écoute, merci beaucoup pour ce moment d'échange et de transmission, parce que je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur et qui est au cœur de ce podcast, qui est volontairement long format et donc un petit peu à contre-courant de ce monde qui va très vite. Donc c'est un riche parcours, et ce que j'ai bien aimé, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il est clinique et entrepreneurial, mais il reste 100% vétérinaire. Donc je suis contente qu'on ait pu trouver un moment pour enregistrer juste avant que je m'éclipse en congé maternité. Voilà, c'est mon dernier enregistrement de la saison. Eh ben merci. Merci Pierre-Marie, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.